Bonjour, avec cette 20e vidéo, on va commencer la partie mécanique quantique du programme marocain du cours de physique de deuxième année MP des classes préparatoires aux grandes écoles d'ingénieurs. Dans cette première vidéo de cette partie, on va voir un peu comment l'incapacité de la mécanique classique à expliquer certains phénomènes a conduit inexorablement à la naissance de la mécanique quantique vers le début du XXe siècle. Bismillahirrahmanirrahim. Dans cette première vidéo sur la mécanique quantique, on va commencer par le grand 1, limite de la mécanique classique et avènement de la mécanique quantique. Vers la fin du XIXe siècle, la physique classique n'a pas pu expliquer certains phénomènes. Parmi ces phénomènes, on va voir d'abord le rayonnement du corps noir qui a joué un grand rôle dans la naissance de la mécanique quantique. D'abord, un corps noir, c'est un corps qui est parfaitement absorbeur, c'est-à-dire qu'il absorbe tout le rayonnement qu'il reçoit. Il ne réfléchit rien du tout, et d'ailleurs c'est pour cela qu'il apparaît noir. Voici un exemple de corps noir. Cette coulée de lave qui est à haute température et qui envoie un rayonnement électromagnétique dans pratiquement toutes les fréquences, y compris le visible qu'on voit ici. Chauffé à une température T, le corps noir émet un rayonnement électromagnétique dont les caractéristiques ne dépendent que de sa température. Voici la courbe qui représente la puissance rayonnée par unité de surface du corps noir, notée ici I nu, en fonction de la fréquence nu. I nu est encore appelée émittance spectrale. Pour chaque température T, on a une courbe différente qui commence d'abord par 0, qui passe par un maximum, puis qui tend vers 0 lorsque nu tend vers l'infini. Pour expliquer ce constat expérimental, Rayleigh et Jeans ont considéré que ce rayonnement est dû aux particules du corps noir qui agissent comme des dipôles oscillants et qui, en vibrant, envoient des ondes électromagnétiques dans l'espace qu'on appelle rayonnement du corps noir. On va admettre que I nu est égal à 8 pi nu au carré sur C au cube fois U moyen, avec C c'est la vitesse de la lumière dans le vide, et U moyen, c'est l'énergie moyenne d'un oscillateur. Donc, cette relation, on va l'admettre parce que sa démonstration est un peu compliquée et ce n'est pas l'objectif de notre leçon. D'après la thermodynamique statistique que vous avez vue, la probabilité qu'un oscillateur ait l'énergie U et P de U est égale à grand A, exponentielle moins U sur KBT, c'est ce qu'on appelle le facteur de Boltzmann, appliqué à un système en équilibre thermique à la température T. Le facteur A est obtenu en utilisant la condition de normalisation. L'intégrale de 0 jusqu'à l'infini de P de U du est égale à 1. On a donc utilisé le point de vue de la mécanique classique qui dit que U varie de manière continue et qu'elle peut prendre toutes les valeurs de 0 jusqu'à l'infini. On va donc remplacer P de U par son expression et on peut faire sortir le A de l'intégrale. La primitive de l'exponentielle moins U sur KBT du, c'est la même exponentielle mais en multipliant par l'inverse de ce coefficient de U. Et donc on va obtenir A multiplié par moins KBT multiplié par, entre crochets, l'exponentielle moins U sur KBT de 0 à l'infini. Alors en remplaçant par plus l'infini, cette exponentielle va tendre vers 0. Et en remplaçant par 0, ça donne 1. Ce qui fait que ces crochets, c'est égal à 0 moins 1. Donc c'est moins 1. Donc le moins va disparaître et on obtient A multiplié par KBT est égal à 1. Ce qui fait que A est égal à 1 sur KBT. Maintenant pour l'énergie moyenne. C'est U égale l'intégrale de 0 à l'infini de U multiplié par la probabilité P de U du. C'est la définition de la valeur moyenne d'une grandeur. On remplace P de U par son expression. Donc on a 1 sur KBT sur les coefficients A. L'intégrale de 0 à l'infini de U exponentielle moins U sur KBT du. Pour calculer cette intégrale, il faut utiliser une intégration par partie. On va trouver que cette intégrale est égale à KBT de tout au carré. Donc un KBT va se simplifier et on obtient enfin que cette énergie moyenne est égale à KB fois T. En remplaçant l'énergie moyenne KBT dans cette expression-là, on aboutit ainsi à la loi de Rayleigh-Jeans, I nu est égal à 8 pi C au cube fois KBT fois nu au carré. Le problème, c'est que cette loi en nu au carré, puisqu'on a un nu carré ici, n'est en accord avec l'expérience que pour des faibles fréquences.
elles divergent pour les hautes fréquences, c'est-à-dire en ultraviolet. Voici la courbe parabolique qui représente la loi de Rayleigh-Jeans dans le graphe I nu en fonction de la fréquence nu. On va la superposer dans le même graphe avec la courbe expérimentale et on remarque que, effectivement, elle n'est en accord avec la courbe expérimentale que pour les faibles fréquences, mais qu'elle est en total désaccord avec les résultats expérimentaux pour les hautes fréquences. C'est ce qu'on a appelé à l'époque la catastrophe ultraviolette. En 1896, un physicien appelé Vienne a proposé l'expression I nu est égal à A fois nu à la puissance 3 exponentielle moins B fois nu sur T. Avec A et B sont des coefficients constants qu'il a déterminés pour que cette expression soit en accord avec l'expérience. Mais il s'est avéré que cette loi ne marche qu'en haute fréquence. On voit bien ici qu'il est en accord avec l'expérience pour les hautes fréquences, mais il y a un décalage avec la courbe expérimentale pour les basses fréquences. Il faut noter que cette loi est entièrement empirique, c'est-à-dire qu'elle est basée sur l'expérience et qu'elle n'a aucune interprétation théorique. C'est Max Planck qui, en 1900, va tenter de résoudre le problème en supposant que l'énergie U n'est plus une grandeur continue comme le dit la mécanique classique, mais qu'elle est toujours un multiple entier d'un quantum epsilon. Quantum, c'est un mot latin qui veut dire quantité. Donc le U va être égal à n fois epsilon avec n appartenant à n. C'est la première fois dans l'histoire de la physique qu'on va poser la quantification d'une grandeur. On va maintenant reprendre le calcul qu'on vient de faire avant, mais en prenant UN est égal à n fois epsilon. Donc la probabilité qu'un oscillateur ait cette énergie UN est égale à n epsilon, c'est Pn est égal à A exponentielle moins n bêta epsilon, tel que bêta c'est 1 sur kBt. C'est la même expression de tout à l'heure, seulement on a remplacé 1 sur kBt par bêta, parce que ça va être pratique pour la suite du calcul, et on a remplacé U par n epsilon. Et on a la condition de normalisation qui va s'écrire maintenant avec un signe sigma au lieu d'une intégrale, parce qu'on a une suite discontinue de valeurs. Donc la somme de n égale à 0 jusqu'à l'infini de Pn doit être égale à 1, ce qui donne A est égal à 1 sur Z, tel que Z, c'est la somme de n égale à 0 jusqu'à l'infini de exponentielle moins bêta n epsilon. L'énergie moyenne d'un oscillateur U moyen va être égale maintenant à la somme de n égale à 0 jusqu'à l'infini de Un multiplié par la probabilité Pn, ce qui va donner en remplaçant Pn par son expression, 1 sur Z c'est A, de Un exponentielle moins bêta Un, puisque n epsilon c'est Un. On peut remarquer que cette somme-là, c'est l'opposé de la dérivée de cette somme, en remplaçant ici n epsilon par Un et en dérivant par rapport à bêta. Donc, on a moins 1 sur Z fois la dérivée de Z par rapport à bêta. On va donc d'abord calculer le Z, puis on va le dériver par rapport à bêta. Donc pour Z, c'est la somme de n égale à 0 jusqu'à plus l'infini de exponentielle moins n bêta epsilon. On remarque que c'est la somme des termes d'une suite géométrique de raison exponentielle moins bêta epsilon. Donc ça va être égal au premier terme, c'est-à-dire lorsque n est égal à 0, donc c'est 1, moins le dernier terme exponentielle moins n bêta epsilon, sur 1 moins la raison exponentielle moins bêta epsilon. Et puisque le n va aller jusqu'à l'infini, donc c'est la limite de cette expression-là lorsque n tend vers l'infini. On sait que l'exponentielle de moins n bêta epsilon va tendre vers 0 lorsque n tend vers l'infini parce que le bêta et le epsilon sont positifs. Donc le z est égal à 1 sur 1 moins exponentielle moins bêta epsilon. Maintenant qu'on a l'expression de z, on va calculer la dérivée de z par rapport à bêta. En notant f, ce dénominateur-là, on a donc la forme 1 sur f, et sa dérivée c'est moins f' sur f carré. La dérivée par rapport à bêta de cette expression qu'on a notée f, c'est epsilon exponentielle moins bêta epsilon. Donc on va avoir au dénominateur moins epsilon exponentielle moins bêta epsilon sur f carré, donc sur 1 moins exponentielle moins bêta epsilon, le tout carré. En remplaçant d de z sur d bêta dans cette expression, le signe moins va d'abord disparaître, et
puisque 1 sur z, c'est 1 moins exponentielle moins bêta epsilon, c'est le même que ce terme-là, donc le carré va disparaître. Et on obtient alors U moyen, c'est epsilon exponentielle moins bêta epsilon, sur 1 moins exponentielle moins bêta epsilon. On va diviser en haut et en bas par exponentielle moins bêta epsilon, et on obtient l'expression plus simple, c'est epsilon sur exponentielle bêta epsilon moins 1. D'où l'expression de l'émittence spectrale, c'est 8pi nu au carré sur c au cube, multiplié par cette expression-là, en remplaçant bêta par 1 sur kbt. Pour qu'elle soit en accord avec l'expérience, il faut d'abord que I nu tende vers 0 lorsque nu tend vers l'infini, d'après la courbe expérimentale. Donc, en regardant cette expression-là, elle ne peut tendre vers 0 lorsque nu tend vers l'infini que si epsilon dépend de nu. Et plus précisément, il faut qu'elle soit proportionnelle à nu. Enfin, pour que cette relation coïncide exactement avec la courbe expérimentale, Planck a posé epsilon est égal à h nu. Avec h, c'est la constante de proportionnalité. Il a calculé h est égal à 6,62 10 puissance moins 34 joules seconde. Constante qu'on a appelée par la suite la constante de Planck. Donc c'était en décembre 1900 que, pour la première fois, apparaît cette constante fondamentale en mécanique quantique. On aboutit finalement donc à la loi de Planck. L'émittence spectrale I nu est égale à 8pi h nu au cube, en remplaçant epsilon par son expression, sur c au cube, exponentielle h nu, c'est epsilon, sur kbt moins 1, et qui est en très bon accord avec la courbe expérimentale. On remarque d'abord qu'aux basses fréquences, c'est-à-dire lorsque h nu est négligeable devant kbt, on a h nu sur kbt donc est négligeable devant 1, ce qui fait que cette exponentielle-là, c'est l'exponentielle d'un terme qui est infiniment petit. Donc, au premier ordre, le développement limité, c'est 1 plus h nu sur kbt. Et en remplaçant l'exponentielle par cette expression-là, le 1 va disparaître et on obtient donc ces 8 pi h nu au cube sur c au cube multiplié par 1 sur h nu sur kbt. Un h nu va simplifier et le kbt va monter en haut. On aboutit donc à l'expression de Rayleigh-Jeans qui ne marche que pour les faibles fréquences. Quant aux hautes fréquences, vous pouvez vérifier facilement que lorsque h nu est très grande devant kbt, cette exponentielle devient très grande devant 1. Donc si on élimine le 1, on tombe directement sur la loi de Vienne qui est de la forme a nu à la puissance 3 exponentielle moins b fois nu sur t. Une question que je me pose et à laquelle je n'ai pas encore de réponse, c'est pourquoi la loi de Rayleigh-Jeans colle bien avec l'expérience pour les basses fréquences alors qu'elles s'en éloignent trop pour les hautes fréquences. Autrement dit, pourquoi le calcul classique marche uniquement pour les basses fréquences? Normalement, il ne devrait pas marcher ni pour les basses ni pour les hautes fréquences. Ou bien il devrait marcher pour les deux. J'espère que vous avez compris ma question. Si vous avez une réponse ou uniquement une piste de réponse, dites-le moi dans les commentaires s'il vous plaît. Alors, comme conclusion, l'hypothèse des quanta de Planck était un véritable succès qui lui a valu le prix Nobel en 1918. Et l'année 1900 est considérée par la suite comme la date de naissance de la théorie quantique, théorie qui n'a été développée que dans les années 20 et plus précisément de 1925 à 1928. Avant de passer au deuxième paragraphe, je vous propose un exercice sur ce qu'on appelle la loi de Dulong et Petit, découverte expérimentalement en 1819. Selon cette loi, la capacité thermique molaire des solides est constante, c'est-à-dire indépendante de la température. CVM est égal à 3R du moins vers la température ambiante. Cette valeur constante 3R de CVM peut être expliquée par la thermodynamique statistique de Boltzmann en considérant que, selon une direction quelconque OX par exemple, chaque particule du solide peut être considérée comme un oscillateur harmonique qui vibre autour de sa position d'équilibre. Et donc, dans l'énergie cinétique selon cette direction, c'est l'énergie cinétique 1 demi de mx point carré plus l'énergie potentielle 1 demi de kx carré. C'est comme si la particule est attachée à sa position d'équilibre avec un ressort de raideur k.
D'après le théorème d'équipartition d'énergie de la thermodynamique statistique, l'énergie associée à chaque terme quadratique tel que ces deux termes-là est 1/2 de kBT. Donc on a pour la direction OX, l'énergie c'est 2 fois 1/2 de kBT. Pour une mole, on doit multiplier la somme de ces deux termes-là par le nombre d'Avogadro Na. Et vous savez que le produit du nombre d'Avogadro Na par la constante de Boltzmann Kb, c'est la constante des gaz parfaits grand R. On a donc l'énergie RT pour chaque degré de liberté, c'est-à-dire pour chaque direction. Et puisqu'on a 3 directions OX, OY et OZ, l'énergie intermolaire est donc égale à 3 fois RT. D'où la capacité thermique molaire à volume constant, CVM, qui est égale par définition à la dérivée de l'énergie interne molaire, est égale donc 3R. Donc on retrouve la loi de Dulong et Petit. Le problème, c'est qu'en 1872, on s'est rendu compte que pour des températures inférieures à moins 50 degrés Celsius, la capacité thermique molaire à volume constant commence à chuter et tend vers 0 lorsque T tend vers 0. La mécanique classique n'a pas pu expliquer ce constat expérimental. Donc il fallait attendre 1907 avec Einstein qui a posé que l'énergie d'un oscillateur harmonique est quantifiée. C'est un peu comme l'idée de Planck. Il a posé que En est égal à n plus n,5 facteur de h nu avec n un nombre antinaturel quelconque. La question que je vous propose de chercher, c'est de montrer que, à partir de cette quantification-là, en suivant une démarche similaire à celle qu'on avait utilisée pour démontrer la loi de Planck, de montrer que on a CVM est égal à 3R multiplié par h nu sur 2 kBT le tout au carré sur SH carré, le sinus hyperbolique au carré de la même quantité h nu sur 2 kBT. Alors cette loi colle bien avec la courbe expérimentale et on peut montrer que les limites marchent bien. Lorsque la température est assez grande, le h nu sur 2 kBT qu'on va noter x tend vers 0. Et on a donc CVM est égal à 3R multiplié par x carré sur SH carré de x. Et vous savez que x sur SH de x tend vers 1 lorsque x tend vers 0. Et donc on retrouve bien la loi du Dulong et Petit. CVM tend vers 3R lorsque T est assez grande. Par contre, lorsque la température tend vers 0, le x tend vers l'infini, et on a donc la limite de x carré sur SH carré de x, puisque le SH va plus vite vers l'infini que x carré, donc ça va tendre vers 0. Et on retrouve bien donc la limite CVM tend vers 0 lorsque T tend vers 0. On passe maintenant à petit 2. Un autre phénomène qui ne peut pas être expliqué par la mécanique classique, c'est le spectre d'émission de l'atome d'hydrogène. On place une lampe à hydrogène dans une enceinte. Donc on a un gaz d'atome d'hydrogène qui va être traversé par un courant électrique. Il va donc être excité et en se désexcitant, il envoie de la lumière dans toutes les directions. On a percé l'enceinte d'un trou qui laisse passer de la lumière émise par la lampe à hydrogène. Ce trou est placé au foyau objet d'une lentille convergente. Donc on obtient à la sortie de la lentille un faisceau cylindrique de rayons parallèles. Et là, on a placé une fente rectangulaire très fine qui laisse passer un pinceau lumineux qui va tomber sur un prisme. Vous savez que le prisme a un effet dispersif, c'est-à-dire qu'il sépare les rayons selon leur couleur. On obtient donc chaque couleur séparément. Et sur l'écran, on obtient un spectre. Voici le spectre obtenu sur l'écran. Il est constitué de plusieurs raies. Ici, pour la série de Balmer, on a 4 raies. On a mesuré la longueur d'onde en nanomètres pour chaque raie. Pour le rouge, on a mesuré 656,3 nanomètres. Pour le bleu, c'est 486,1. Ce spectre a été observé pour la première fois en 1881. Et on a depuis essayé de chercher une relation qui relie ces longueurs d'onde jusqu'à ce qu'on a trouvé en 1885 la relation suivante. 1 sur lambda est égal à RH, facteur de 1 quart, moins 1 sur n carré, avec n strictement supérieur à 2. RH c'est une constante qui est égale à 1,09 puissance 7 mètres moins 1, appelée constante de Rydberg. Alors par exemple pour n égale à 3, on a 1 quart moins 1 sur 9,
on trouve lambda est égal à 656 nanomètres. Ça correspond donc à l'arrêt rouge. Pour n égale à 4, on a 1 quart moins 1 sur 16. On va trouver lambda qui correspond à l'arrêt bleu, ainsi de suite. Notez que si on change d'élément chimique dans la lampe, le spectre va changer. Donc chaque élément chimique a son spectre spécial pour lui. Le spectre constitue donc, en quelque sorte, la signature de l'élément chimique correspondant. Pour expliquer ce spectre, la physique classique est incapable de le faire. On va essayer d'interpréter ce spectre en passant d'abord par le modèle de Rutherford, c'était en 1911. Rutherford a réalisé l'expérience suivante. Il a placé une source de particules alpha. Alors une particule alpha, c'est un noyau d'hélium, c'est-à-dire un atome d'hélium auquel on a arraché les deux électrons. Il n'en reste alors que le noyau chargé de plus. Ces noyaux d'hélium sont éjectés par une substance radioactive qu'on a placée dans cette enceinte-là. De cette enceinte, on laisse sortir un faisceau de particules alpha qu'on va faire tomber sur une très mince feuille d'or. Parce qu'avec l'or, on peut fabriquer des feuilles très très minces. On a placé tout autour de cette feuille une pellicule photographique pour voir un peu ce qui va se passer pour ce faisceau. Parce que les particules alpha qui vont tomber sur la pellicule vont laisser de la trace. Rutherford s'est aperçu que certaines particules ne sont pas déviées, d'autres sont plus ou moins déviées vers la gauche et vers la droite, et il y en a même celles qui sont déviées vers l'arrière. Alors, qu'est-ce qu'on peut déduire à partir de cette expérience-là? En faisant un zoom sur la partie bombardée par les particules alpha, Rutherford a conclu alors que les charges positives des atomes d'or ne sont pas distribuées de façon uniforme. Elles sont plutôt placées en des points particuliers parce que pour les particules alpha qui passent un peu loin de ces points, elles ne sont pas déviées. Donc là, on obtient le faisceau qui n'est pas dévié. Par contre, les particules qui vont passer près des noyaux, ils vont être plus ou moins déviées. Plus la particule alpha est proche du noyau d'atome d'or, plus elle est déviée, soit vers la gauche, soit vers la droite. Et les particules qui reviennent vers l'arrière sont celles qui sont dirigées directement vers les noyaux d'atomes d'or. La conclusion qu'on peut déduire de cette célèbre expérience de Rutherford, c'est que l'atome est constitué d'un noyau chargé positivement, autour duquel gravitent des électrons sur des orbites circulaires. Donc on va revenir maintenant à notre atome d'hydrogène, constitué d'un proton chargé par une charge élémentaire plus E, placé au centre du cercle, et l'électron qui tourne autour de ce proton sur une trajectoire circulaire à la distance petit r. Donc, puisque la trajectoire est circulaire, le mouvement est uniforme, donc la vitesse est constante. Et la force qui s'exerce entre le proton et l'électron est grand F, qui est égal à E au carré, sur 4 pi epsilon 0, pour la distance r carré. Le ER, c'est le vecteur unitaire de coordonnées sphériques dirigé vers l'extérieur. Donc F est opposé à ER, c'est pour cela qu'on a mis un signe moins. On va chercher l'énergie de ce système-là. On va chercher d'abord l'énergie potentielle en écrivant que F est égal à moins grade EP, puisque F est porté par ER, donc c'est moins D de EP sur DR ER. On a donc D de EP sur DR est égal à E au carré sur 4 pi epsilon 0 R carré. Et la primitive de 1 sur R carré, c'est moins 1 sur R, et par conséquent EP est égal à moins E au carré sur 4 pi epsilon 0 R. Pour chercher l'énergie cinétique, on va utiliser le principe fondamental de la dynamique, donc le PFD. F est égal à m fois l'accélération. Puisque le mouvement est circulaire uniforme, l'accélération tangentielle est nulle. Il ne reste alors que l'accélération normale qui est collinéaire à F et qui est égale à moins v carré sur r ER. En remplaçant F par cette expression-là, on obtient alors mv carré est égal à E au carré sur 4 pi epsilon 0 R. L'énergie cinétique, c'est 1 demi de mv carré. Et on obtient alors l'énergie cinétique,
c'est E au carré sur 8 pi epsilon 0 R. On remarque alors que l'énergie potentielle en valeur absolue est 2 fois plus grande que l'énergie cinétique, d'où la somme EP plus EC qui est égale à l'énergie mécanique, qui est égale tout simplement à l'énergie, c'est moins E au carré sur 4 pi epsilon 0 R. On déduit de cette expression que l'énergie varie de manière continue avec R, ce qui ne permet pas d'expliquer le spectre de l'atome d'hydrogène. Alors c'est Niels Bohr, en 1913, qui va continuer en quelque sorte le travail de Rutherford. Alors ce qu'a fait Bohr, c'est la quantification du moment cinétique orbital. Voici la trajectoire de l'électron autour du noyau placé au centre O. Comme vous le savez, le moment cinétique en haut de l'électron, c'est petit m, la masse de l'électron, vecteur OM, vectoriel, le vecteur vitesse V. Comme le vecteur OM est perpendiculaire à V, donc le module du moment cinétique, c'est le produit des modules, donc c'est RV multiplié par M. Bohr a posé que MRV est égal à n fois h bar. Avec h bar, c'est la constante de Planck réduite, c'est-à-dire h sur 2pi. Avec n, c'est un nombre entier naturel strictement positif. Or, on vient de voir que, à partir du principe fondamental de la dynamique, on a obtenu mv carré est égal à e au carré sur 4pi epsilon 0 r. Pour obtenir le produit mvr, on va multiplier par mr carré et on obtient alors mvr le tout au carré est égal donc e au carré sur 4pi epsilon 0 multiplié par mr. On va remplacer maintenant mvr par nh sur 2pi et on obtient alors n carré h carré sur 4pi carré est égal, cette quantité-là, me au carré sur 4pi epsilon 0 r. Un 4pi se simplifie et on obtient alors que r vérifie une suite, rn égale epsilon 0 h carré sur pi m e au carré multiplié par n carré. C'est-à-dire que le r ne peut prendre que ces valeurs-là. Pour n égale 1, on peut noter ce rayon R1 qui est égal à cette constante-là. Pour n égale à 2, on obtient alors R2 est égal à 4 fois R1. Pour n égale à 3, on a ici 9 et on obtient alors que R3 est égal à 9 fois R1. Ainsi de suite. Donc d'après le modèle de Bohr, l'électron ne peut occuper que certaines trajectoires privilégiées. Il peut sauter d'une trajectoire vers l'autre, mais il ne peut pas rester entre les deux. Lorsque l'atome est à l'état fondamental, il occupe la trajectoire la plus basse, c'est-à-dire R1. Par contre, lorsqu'il est excité, il peut passer vers l'une des trajectoires supérieures. On vient de voir que d'après Rutherford, on a l'expression de cette énergie-là. En remplaçant R par Rn, on obtient que l'énergie est aussi quantifiée, qui est égale à moins m e à la puissance 4 sur 8 pi epsilon 0 au carré h carré fois 1 sur n carré. En remplaçant ces constantes par leur valeur numérique, on obtient moins 13,6 sur n carré électron-volt. Vous savez que l'électron-volt, c'est une unité d'énergie. Un électron-volt est égal à 1,6 10 puissance moins 19 joules. On a donc les niveaux d'énergie suivants pour l'atome d'hydrogène. E1 pour l'énergie est égal à moins 13,6 électron-volts. E2 pour le niveau d'énergie moins 13,6 sur 2 au carré, c'est-à-dire sur 4, donc c'est moins 3,4 électron-volts. E3 en divisant moins 13,6 par 9, c'est-à-dire 3 au carré, on obtient moins 1,5 électron-volts, ainsi de suite. On obtient le niveau E est égal à 0 lorsque l'électron est infiniment éloigné du proton, c'est-à-dire lorsque l'atome d'hydrogène est ionisé. Maintenant, en schématisant uniquement deux niveaux qu'on a notés En et Em, l'électron est excité lorsqu'il absorbe l'énergie h nu. Par contre, l'électron, lorsqu'il revient vers les niveaux plus bas, il restitue cette énergie h nu. On a émission d'un photon d'énergie h nu lorsque l'électron passe d'un niveau Em vers un niveau inférieur En est tel que la différence des énergies Em moins En est égale à h nu. On vient de voir que l'énergie En, c'est cette expression-là, et on a remplacé aussi le nu par C sur lambda. En divisant des deux côtés par H et C, pour N est égal à 2, lorsqu'on remplace N par 2, on retrouve la série de Balmer.
1 sur lambda est égal à RH facteur de 1 sur 4 moins 1 sur m carré, avec RH, c'est ME à la puissance 4 sur 8, c'est epsilon 0 au carré H3. En remplaçant par les valeurs numériques, on obtient effectivement la valeur numérique de la constante de Rydberg. Donc la série de Balmer, c'est lorsque les électrons excités reviennent vers le niveau 2, parce qu'on a remplacé n par 2. Une série qui est placée dans le domaine visible. Par contre, le retour vers le niveau n est égal à 3, c'est ce qu'on appelle la série de Paschen. Il est situé dans l'infrarouge. La série de Lyman, c'est le retour vers le niveau n est égal à 1, totalement situé dans l'ultraviolet. Voilà donc le résultat qui a constitué le succès du modèle de Bohr. Notez que ce modèle de Bohr ne sert que pour l'atome d'hydrogène. Dès que le nombre d'électrons augmente, les choses se compliquent et ce modèle ne marche plus. Donc on a dû chercher un autre modèle pour expliquer les spectres des autres éléments chimiques, ce qui a poussé à la naissance de la mécanique quantique. Enfin, en guise de conclusion, je vais rappeler les résultats principaux de cette leçon. On vient de voir 3 exemples de quantification. D'abord, pour le rayonnement du corps noir, pour interpréter la courbe de l'émittence spectrale, Planck, en 1900, a dû poser que l'énergie rayonnée est quantifiée et il a posé En est égal à NH. Puis la quantification de l'énergie de l'oscillateur harmonique quantique. Avec Einstein en 1907, il a posé En est égal à n plus un demi-facteur de h nu pour interpréter le fait que la capacité thermique molaire des solides tend vers 0 lorsque la température tend vers 0. Et enfin, la quantification du moment cinétique orbital de l'atome d'hydrogène. Avec Bohr en 1913, il a posé le moment cinétique est égal à NH par R. Voilà les 3 exemples principaux de quantification qui ont poussé à la naissance de la mécanique quantique dans les années 1920. C'est la fin de notre vidéo. Si vous avez aimé son contenu, n'hésitez pas de faire un like, de partager, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de commenter. Merci de votre attention et à la prochaine.